Bonjour, bonsoir à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Veritas Obscura. La vidéo du jour fait partie de la soirée spéciale live pour les 5000 abonnés. Donc mon moi du futur, j'espère que le live se passera bien et que ça sera pas trop compliqué. Hein. Bon bref, vous l'avez choisi à travers le sondage dans mon espace communauté, on va aujourd'hui parler rituels occultes. Magie noire, sacrifices et religions occultes, nous allons voir qu'il existe au passé comme au présent des rituels et sacrifices associés à d'étranges dogmes pas toujours connus. Pour les personnes en live actuellement, on se retrouve en direct pour discuter avant de conclure, et pour vous autres, on se retrouve comme toujours en fin de vidéo pour la véritable histoire. Allez, installez-vous confortablement et partons ensemble à la découverte de ces rituels occultes. Roswell, Nouveau-Mexique, le 4 juillet 1947, un objet volant non identifié s'écrase non loin de cette ville qui en deviendra célèbre. Attirant tous les amateurs de surnaturel, de paranormal, ou même les simples curieux d'une histoire qui, de nos jours, s'est transformée en un fantastique mythe populaire, faisant tourner l'économie de la région. Certains habitants de la région croient dur comme fer que l'objet volant qui s'est écrasé dans le désert non loin de la ferme de William Brazel, celui qui a découvert le crash en premier, est d'origine extraterrestre. Des tensions se créent dans la ville, qui n'est franchement pas très grande, entre les sceptiques exaspérés par l'ampleur prise par cette affaire vieille de presque 40 ans, et les Believers, ce groupuscule d'habitants fermement convaincus de la thèse exotique. Ceux-ci se rassemblent d'ailleurs très souvent autour du fermier William, qui approche les 70 ans, lui aussi totalement convaincu de l'appartenance extraterrestre des débris d'engins qu'il a découverts. Au début des années 90, William Brazel décède d'une pneumonie et le domaine devient la possession de Thomas Rundle, un des employés de la ferme, fervent défenseur du phénomène Roswell. Ce lieu devient rapidement le point de repère des complotistes et ufologues qui rejoignent les Believers. On dit que de nombreuses et étranges soirées continuent de se dérouler dans les champs de la ferme et la population locale s'en inquiète. On finit par apprendre grâce à John Kovich, un jeune ufologue chevronné en provenance de l'Utah et qui loge dans un hôtel de la ville, que les Believers essayent de créer une liaison corporelle avec les aliens d'Aldébaran en utilisant un corps inerte à posséder. Si la phrase est assez difficile à comprendre, la pratique morbide est bien plus simple. La police, mise au courant de cette étrange opération, fait une descente à la ferme de William, alors qu'une fête se déroule sur place. Ils y découvrent une quarantaine de personnes, réunies autour d'un débris provenant du crash, conservé par Will pendant des décennies. Gît à côté de ce morceau métallique le corps raidi d'une femme, Sarah Whaler, elle aussi une adepte du groupe. Une dizaine de personnes réussissent à s'enfuir à l'interpellation, mais plus de 32 personnes sont amenées au poste pour répondre de ce crime. On apprend alors les dessous de cet étrange rituel auquel se sont adonnés ces fanatiques. Alors, accrochez-vous bien, car l'explication est sacrément gratinée. Le but, selon eux, serait de proposer un vaisseau inerte, en l'occurrence le corps de la jeune Sarah Whaler, afin que l'esprit d'un de ces aliens puisse transfuser dans l'enveloppe charnelle et venir exfiltrer les éclaireurs restés sur Terre. Alors je rappelle au passage, pour étayer ces propos délirants, qu'à l'époque, une très grande théorie du complot accusait le gouvernement américain d'emprisonner les aliens de Roswell dans la zone 51. Les Believers existent toujours, même si les rituels à Roswell, en tout cas à ce qu'on sache, ont totalement cessé, et sûrement que la plupart attendent un signal d'une exoplanète lointaine dans le système d'Aldébaran.
Nuestra Señora de la Santa Muerte, que l'on peut traduire par Notre-Dame de la Sainte Mort. Voilà un nom assez angoissant pour un personnage que l'on connaît tous et toutes très bien. Faisant partie du folklore d'Amérique du Sud, cette personnification de la mort, que l'on pourrait rapprocher de la faucheuse en Europe, se présente au travers le squelette d'une femme, enveloppée généralement de robes et de bijoux, toujours encapuchonnée. Malgré ses apparences plutôt négatives, elle serait au contraire détentrice d'attributs positifs comme la guérison ou la protection. L'origine de cette entité, qui deviendra plus tard l'icône du culte de la Santa Muerte, semble assez confuse. On reconnaît assez volontiers des racines préhispaniques liées à des croyances d'anciennes traditions aztèques et mayas qui se mélangeront plus tard avec le catholicisme colonial. Plusieurs décennies passent et ce culte évolue pour prendre sa forme finale, suivi par de nombreux hispaniques vivant dans une atmosphère pesante, mêlant ostracisme social et délinquance. Vénérer une déesse de la mort, vous l'imaginez, ce n'est pas du goût de certains, dont la religion catholique. Le Vatican et ses représentants décrivent d'ailleurs cette religion déviante de culte satanique, accusant donc par là même tous ses adeptes. Quant à eux, ils sont de plus en plus nombreux, raflant la palme du plus haut taux de croissance sur le continent américain. Si de nos jours, la plupart de ses membres sont tout à fait pacifiques, j'ai bien dit la plupart, il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, dans certaines villes américaines, dont Los Angeles, des gangs, narcotrafiquants et dealers demandent eux aussi la protection de la sainte. Malheureusement, au pied des petites statuettes en porcelaine ornant les églises improvisées, dans des quartiers malfamés, il arrive parfois que tequila ou bonbons côtoient des parties de corps humains. En effet, nouant inconsciemment avec ses plus anciennes racines, l'offrande du sang et de la chair est ce qui se fait le plus souvent auprès des criminels en tout genre qui peuplent les grandes villes américaines. Inglewood, la banlieue sud de Los Angeles, est réputée pour avoir abrité en son sein de nombreux crimes dans les années 1990. Mais la police, depuis quelques années maintenant, fait face dans ce quartier à des criminels qui commettent des meurtres et parfois s'en servent pour faire des rituels auprès de la Santa Muerte. Il n'est d'ailleurs pas rare de retrouver dans le coffre d'un véhicule de criminel une statue à l'effigie de la sainte, entourée de bougies allumées et d'offrandes. Au Mexique, ce genre de sacrifice barbare est assez courant et malgré la recrudescence d'adeptes pacifiques, il est à craindre que ce genre de meurtre, pour demander la protection d'une sainte, puisse devenir hors de contrôle. Pour cette dernière histoire, il va falloir remonter un peu plus loin dans le temps, aux alentours des années 1200, date à laquelle aurait très certainement été écrit le Codex Medica Palentis. Le Codex, pour ceux qui ne savent pas, est un recueil manuscrit, souvent très ancien, contenant les savoirs et techniques, parfois ésotériques, entourant des sujets comme l'alchimie, la médecine, l'herboristerie et autres connaissances nécessitant d'être transmises à autrui. Et si le mot codex revêt de suite une connotation singulière, une idée de livre renfermant des secrets inconnus, à l'instar du manuscrit de Voynich, celui du Medica Palentis fait honneur à cette réputation. Découvert en 1890 par un corps expéditionnaire dans d'anciennes ruines romaines aux alentours de Florence en Italie, ce livre renferme des trésors inestimables. Magnifiquement bien conservé dans un tombeau aux côtés d'un homme richement vêtu, sûrement un Romain ayant vécu dans une Italie en guerre, tiraillée entre l'Empire germanique et byzantin. Le livre, à bien des égards, possède d'étranges similitudes avec le Codex Gigas, un codex découvert en Bohême, région historique faisant dorénavant partie de la République tchèque. Les deux livres ont la particularité d'être disproportionnés. Le Codex Medica fait presque 80 cm de haut, 40 de large et 30 de profondeur. Il pèse environ 65 kg et est composé de 120 pages en peau de veau et d'âne, écrits à l'encre noire en écriture gothique. Son contenu est encore plus intrigant. Il y a des mentions d'alchimie avec des concoctions pour soigner les personnes souffrant de maladies qui, à ce jour, n'ont pas d'équivalent connu. Une étrange page mentionne aussi, et c'est d'ailleurs ce pourquoi le codex figure dans cette vidéo,
une description d'un brassage de plantes comme le kélidoïne, le pélargonium et l'eau de vigne. Macéré pendant plusieurs mois dans des tonneaux de chêne, il indique que la potion pourrait réveiller les morts. Alors, évidemment, je vous rappelle que nous sommes en 1200, la connaissance de la médecine à l'époque n'est pas aussi avancée que maintenant. Plus loin dans le codex, on peut y trouver des herbiers détaillés, des méthodes d'astrologie mélangées à un peu d'astronomie, et enfin une section très étonnante sur ce qu'on pourrait qualifier de nos jours de rituels ésotériques. À l'instar du codex Gigas, une page est allouée à une représentation des plus macabres, un dessin de ce qui pourrait s'apparenter à un diable. Les pages qui s'ensuivent semblent proposer une méthode pour contenir le démon qui aurait pris possession d'une personne. Des rituels seraient proposés en faisant ingurgiter un mélange de feuilles médicinales à de la bière d'orge, ainsi que de nombreuses saignées à divers endroits du corps. Rien n'a été trouvé dans d'autres récits de cette époque de quelconque rituel de ce genre, même si certains écrits de moines franciscains, aux alentours de 1320, font mention de l'existence d'un livre semblable à celui-ci, contenant des remèdes miraculeux. Il paraît évident qu'aux alentours de 1200, la possession démoniaque n'était pas un fléau connu, et sûrement que les personnes atteintes du trouble mentionné dans le Codex Medica Palentis étaient en proie à des névroses psychologiques. Ce codex propose donc des réponses contemporaines de l'époque médiévale en Italie, un pays sujet à de nombreuses épidémies graves. Il reste néanmoins un livre étrange et fascinant, rempli de documents ésotériques et de rituels occultes. Et voici donc pour ce nouvel épisode de Veritas Obscura spécial 5000 abonnés. Merci à ceux qui ont pu venir voir l'épisode en live, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. La prochaine vidéo sortira dans 3 semaines, je vais la tourner juste après, et je pense que vous apprécierez ce thème. Mais bref, passons donc enfin à la conclusion. La véritable histoire était évidemment celle de la Nuestra Señora de la Santa Muerte. Je vous l'ai fait avec un accent complètement dingue, mais c'est en effet ce culte, ou plutôt cette religion en devenir, car comme je le disais dans l'histoire, il y a de plus en plus d'adhérents, et il se pourrait bien qu'à l'avenir, ces adorateurs de la Sainte Mort finissent par former un immense groupe extrêmement soudé. De nos jours, il existerait par ailleurs dans la ville de Mexico une statue de 22 mètres représentant la Sainte Mort, duquel de nombreux enfants se font baptiser afin d'apporter sur eux prospérité et santé. On apporte alors des offrandes, de la tequila, des bonbons et des fleurs afin de s'attirer ces bienfaits. Malgré ces rituels pacifiques, il arrive que des sacrifices humains soient effectués. En exemple, 2 enfants de 10 ans et un adulte de 55 ans ont été sacrifiés en 2010 par un groupe de fanatiques. Et les histoires de ce genre, même si assez rares tout de même, ont le malheur d'exister encore aujourd'hui. Bref, ce sera tout pour moi, mais avant cela, vous le savez, il me reste une seule chose à vous dire. La vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt tout le monde.